the phone. You're moving on. I want better. Alberto Toscano, bonjour. Vous êtes journaliste et président. Buongiorno. Vous êtes italien, journaliste et président du Club de la presse européenne. Vous êtes par ailleurs écrivain, auteur de nombreux ouvrages, notamment d'un France-Italie, coup de cœur, coup de tête, d'un dictionnaire amoureux des Français et dernièrement de ces gaffeurs qui nous gouvernent, publié chez Fayard, sur lequel on va revenir. Le 12 novembre dernier, Silvio Berlusconi a remis sa démission au président Napolitano. Après près de 10 ans, passé à la tête de l'État italien avec intermittence. Est-ce que l'ère Berlusconi est réellement terminée ou est-ce que c'est une nouvelle combinazione et qu'il risque de ressurgir par la fenêtre? Tout d'abord, il y a d'autres possibilités entre Berlusconi et la combinazione. Au moins, les Italiens peuvent l'espérer, que l'alternative ne soit pas si sèche. Ouais. Ou Berlusconi ou la combinazione. Non, je pense que l'ère Berlusconi, dans un certain sens, est terminée. C'est-à-dire, l'ère Berlusconi a été la période où les Italiens ont pratiqué une politique spectacle poussée jusqu'au bout, dans le sens que c'était comme un reality show. Un reality show politique permanent. Exactement. En fait. Une espèce de happening. Exactement. On criminalise l'adversaire. On évite. Vous voyez, dans le passé, l'Italie a été celle de Don Camillo Pepone, qui se disputait, bien sûr, mais il savait avoir des valeurs communes, il savait dans les moments difficiles se rassembler. Et le berlusconisme, cette période comprise entre 1994 et novembre 2011, a été une période de malentendus systématiques entre Italiennes et, je le répète, de criminalisation du rival politique qui devenait presque un ennemi. Et Berlusconi a joué sur ça, dès le début, dans sa façon de dire l'adversaire est communiste. La magistrature est composée par des malades mentaux. Et sa façon je le répète, criminaliser les autres. Comment les Italiens ont supporté ça aussi longtemps? Et quelle est la cote de popularité quand il quitte le gouvernement? On a vu que quand il va remettre sa démission à la présidence, il est conspué, il est hué par une partie de la foule. Quelle est la cote de popularité aujourd'hui? Il est encore populaire ou il est... Alors, cette façon de faire la politique à la berlusconienne, je pense, est terminée. Lui, Berlusconi, restera encore là. Il est difficile de chiffrer son taux de popularité parce que dans ce tournant, quelque part historique, qui voit les Italiens revenir au rassemblement, donc renier cette criminalisation réciproque, cette logique de la criminalisation réciproque, ce tournant n'est pas encore réellement accompli. On ne sait pas ce que ce gouvernement de technocrates pourra et sera en mesure de faire. Donc, il est difficile de prévoir l'avenir aussi de Berlusconi. Certainement, aujourd'hui, il a vu sa cote de popularité s'affaiblir de façon très considérable, mais auprès de la droite italienne, il garde encore un socle dur de confiance. Il reste le patron de la droite italienne. Il reste le patron dans tous les sens du terme, dans le sens qu'il financie la droite. Il finance par son propre argent personnel la droite et il a en échange, évidemment, la défense systématique de ses propres intérêts personnels. Qu'est-ce qu'il a perdu, Berlusconi? Est-ce que c'est les scandales Bunga Bunga ou est-ce que c'est la situation économique du pays? Tout d'abord, il a été mis en difficulté par la division de son parti, le Parti de la Liberté, le Peuple de la Liberté, qui, il y a un an, a vu le départ des députés qui étaient à l'extrême droite et qui ensuite sont passés sur une position plutôt de centre, même avec un petit clin d'œil vers la gauche. Les amis de Gianfranco Fini, qui sont partis et ont laissé pratiquement Berlusconi sans une majorité sûre au Parlement. Berlusconi a réagi en rachetant, dans le sens propre du terme, ou presque,
de certains députés de l'opposition, dont la crise a été politique, ce que la presse française oublie de dire à plusieurs reprises, est que la crise de Berlusconi était une crise politique. Commencée il y a un an. Ensuite, certains scandales personnels, voire de corruption, se sont greffés. Ont aggravé la situation politique. Exactement. Dans quel état laisse-t-il l'Italie sur un plan économique, tout d'abord, et sur un plan politique, ensuite? L'Italie, sur un plan économique, au risque de vous étonner, ne va pas si mal que ça. C'est ça le paradoxe. Et d'ailleurs, Monti le sait très bien, dans le sens que si on fait en 3 chiffres une comparaison avec la France... L'Italie, c'est pas la Grèce. Hein. L'Italie, c'est pas la Grèce, mais l'Italie, pour certaines choses, elle va mieux que la France. Si vous prenez l'indicateur économique le plus significatif, l'un des plus significatifs, qui est la dette publique, l'Italie, bien sûr, a une dette publique plus élevée que la France, à 120% de son produit intérieur brut. Mais la dette publique italienne est relativement stable, tandis que la dette publique française a nettement augmenté pendant les 5 dernières années, jusqu'au point presque d'arriver au niveau de la dette publique italienne en termes arithmétiques. La première est de 1484 milliards d'euros. La dette publique française a désormais dépassé nettement les 1700. Mais un autre indicateur est le chômage. Le chômage en Italie est plus faible qu'en France, malgré tous les problèmes qu'il y a dans le sud de l'Italie. Ça veut dire que dans le nord de l'Italie, le chômage est très, très faible. Politiquement, est-ce que l'ère Berlusconi a fait un peu basculer l'Italie dans un populisme un peu nauséabond? L'ère Berlusconi a fait politiquement basculer l'Italie dans ce que je disais tout à l'heure, le non-respect de l'adversaire politique. Et c'est un problème qui, avec le passage, année après année, devient très sérieux parce qu'on perd, dans le sens propre du terme, le sens démocratique et du débat public. Alors, heureusement, il y a eu des réflexions dans le peuple italien qui ont empêché de perdre ce sens démocratique. Les Italiens continuent à avoir profondément un sens démocratique, à participer à la vie politique, à participer à la vie sociale, syndicale, religieuse, parce que la religion catholique en Italie est aussi un facteur de rassemblement populaire et de débat politique. Et donc, il y a eu des facteurs qui ont empêché au berlusconisme de produire certains dégâts au-delà d'un niveau critique. Mais quand même, les dégâts ont existé, ont eu lieu. Mario Monti est arrivé au gouvernement. On a dit du gouvernement de Mario Monti, qui est un ancien de Goldman Sachs, qui est un ancien commissaire européen, que c'était un gouvernement de technocrates, d'experts. Oui. Est-ce que ça, c'est une bonne chose, premièrement, pour mettre en place une politique d'austérité? Une bonne et une mauvaise chose. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Sans doute. Une bonne et une mauvaise chose, c'était ce que j'étais sur le point de répondre, et ça se mesure dans un contexte concret. Évidemment, dans une situation normale, d'une dynamique normale, démocratique, d'alternance au pouvoir, un gouvernement technocratique n'a pas sa place. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'élection? Pourquoi on n'a pas dissolu la Chambre? Je pense que le président de la République a été bien inspiré de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que l'Italie aurait eu, suite à la loi électorale et la loi en vigueur en Italie, on ne peut pas faire une élection en 3 semaines, comme on peut le faire en Grande-Bretagne. En Italie, une élection comporte toujours une période de au moins 3 mois. Et dans les cas spécifiques, si vous calculez octobre, novembre, décembre, on ne pouvait pas voter le jour de Noël, donc on n'aurait ni tout début janvier, on serait arrivé pratiquement au mois de février. Donc on aurait eu devant nous 4, 5 mois, février et mars, de campagne électorale. Et dans le contexte économique, financier actuel, avec les bons du Trésor italien sous attaque des marchés financiers, de la spéculation, ça aurait été probablement suicidaire. Il fallait faire des réformes. Vous savez, en politique, personne ne veut faire le sale boulot. Personne ne veut être le médecin qui impose aux malades
le médicament amer, la potion amère. Monti va pouvoir le faire. Monti dispose d'une majorité parlementaire presque complète. Alors le Parti démocrate s'est rangé derrière Monti. Et comment réagit la droite, le Parti des libertés notamment, et le parti de Gianfranco Fini, le nouveau parti de Gianfranco Fini, il n'y a pas liberté pour l'Italie. Une alliance politique organique derrière Monti. La preuve est le fait que à la Chambre des députés, la confiance a été votée sur 4 motions de confiance identiques. D'habitude, il y a un groupe parlementaire, voire plusieurs groupes parlementaires, qui proposent ensemble une motion de confiance au gouvernement. Et ensuite, le Parlement vote. Là, il y a eu 4 motions identiques de confiance. C'est la preuve que ces partis ont voulu garder les distances l'un par rapport à l'autre. Donc, il n'y a pas une alliance organique derrière Monti, il y a une confiance parlementaire derrière sa personne et ce gouvernement. Confiance parlementaire qui va de la gauche qui va de la gauche à la droite, avec l'exception de la Ligue du Nord. Alors justement, le fait qu'il n'y ait pas eu d'élection, est-ce que ça attise les séparatismes, et notamment le séparatisme de la Ligue du Nord? Est-ce que ça pose un problème politique? Oui, la Ligue du Nord a fait un jeu parfois séparatiste. Aujourd'hui, au-delà de ces slogans qui sont parfois assez exagérés parce qu'elle se nourrit de cette propagande, en réalité, la Ligue du Nord se bat pour un système fédéraliste plus que séparatiste, où les régions, d'un système qui donne plus de pouvoir aux régions et surtout qui évite les transferts de fiscalité, fiscaux, les prélèvements fiscaux d'un parti à l'autre de l'Italie. Donc, elle est contre cette forme de péréquation fiscale qui est à la base d'un pays moderne. Mais la logique de la Ligue du Nord est surtout une logique de révolte antifiscale, en gros. La Ligue du Nord fait son jeu, elle a été au gouvernement avec Berlusconi pendant les 3 dernières années, depuis avril 2008. Et ça a été une période difficile pour l'Italie. Elle doit faire quelque part oublier cette période et sa loyauté à Berlusconi, qui a mis en difficulté la base de la Ligue du Nord, qui est une base très polémique, très contestatrice, toujours disponible à hausser le ton contre le pouvoir et surtout le pouvoir central. Donc la Ligue du Nord est en train d'essayer de se refaire une virginité vis-à-vis de ses présumées valeurs. Avec Berlusconi, l'Italie perd un grand gaffeur, qui était vraiment le roi des gaffes. J'en viens donc à votre livre. Vous expliquez dans votre livre que les gaffes de Berlusconi étaient parfois quand même un peu calculées, que c'était un peu stratégique pour faire diversion de temps en temps. Ah oui, mais les gaffes de Berlusconi, comme les gaffes de plusieurs hommes politiques, sont parfois conçues avec une deuxième finalité, qui est celle de déplacer les titres des journaux, pour faire vite, l'attention des médias d'un sujet à l'autre. Un écran de fumée pour une diversion. Exactement. Et Berlusconi a maîtrisé, et parfois pas maîtrisé, mais utilisé toutes les façons de pratiquer la gaffe et la bourde. Avec des déclarations intempestives, à la saveur raciste ou homophobe ou autre encore. On se souvient il a qualifié Obama de bronzé. Et il a dit c'est mieux d'avoir un penchant exagéré pour les femmes que d'être homosexuel. Donc toute une série de phrases déplacées, voire carrément racistes. Une des dernières gaffes de Berlusconi, c'est peut-être le baisement qu'il a fait à Kadhafi quelques mois avant la chute du leader libyen. Oui, plusieurs hommes politiques européennes, y compris le président de la République française, Nicolas Sarkozy, ont fait un accueil, disons, tranquillement déplacé, royal, à Kadhafi. Berlusconi, avec sa manie d'exagérer, de faire toujours plus que les autres, il est arrivé à faire face aux caméras et un baisement à Kadhafi, et cette image a été
comme un souvenir vraiment amer et inconcevable de son activité politique internationale. Maintenant que Berlusconi n'est plus sur la scène politique italienne et internationale, qui, à votre avis, est le plus grand gaffeur? Silvio Berlusconi est encore sur la scène politique italienne. Il n'a pas quitté la politique. Et dans son cœur, il rêve. Il peut revenir, vous croyez? Il rêve de revenir. Je ne pense pas qu'il puisse revenir. Je pense qu'il rêve de revenir. Il n'a pas jeté l'éponge. Hein. Ne pensez pas que... Donc on n'est pas à l'abri de nouvelles gaffes de Berlusconi. Jeter l'éponge. De toute façon, nouvelles gaffes, si vous voulez un prochain chapitre du livre, vous l'aurez tôt ou tard. Le plus grand gaffeur, à part Berlusconi, aujourd'hui? Le plus grand gaffeur sur le plan international, peut-être qu'il y en a deux que je signale. Le prince Philippe d'Édimbourg, personnage incroyable, qui, privé de tout pouvoir en Angleterre, il trouve une espèce de revanche en faisant des gaffes. et il arrive, quand il rencontre une jeune fille qui distribue un tract pour la protection des animaux, à lui demander dans une oreille, mais est-ce que là, vous portez votre petit manteau de fourrure? Il faut le faire, un prince de Hambourg. C'est quand même pas mal. Et l'autre, oui, Obama aussi, un peu gaffeur. Obama gaffeur. On l'a vu avec Sarkozy au G20, là, récemment, quand il explique... Si, mais surtout dans son brindisi à la cour de la reine d'Angleterre, car il n'a pas compris qu'il devait arrêter de parler, de faire son discours pendant l'hymne national britannique, quand tout le monde se levait, et lui, il continuait à parler, et la reine le regarde avec un désir subtil de l'envoyer, je ne sais pas, au bagne en Australie. Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que c'est normal que les chefs d'État et ceux qui dirigent le monde fassent des gaffes? Est-ce qu'il y a une malgouvernance mondiale, pour finir? Est-ce qu'on est gouverné par la gaffe? La gaffe augmente au fur et à mesure que l'homme politique est sous le feu des médias, des caméras et tout ça. La personnalité politique fait des lapsus. Le lapsus est profondément révélateur. Et c'est Freud qui le disait déjà. Le lapsus, pour un homme politique, est révélateur. Et parfois, quand on dit, je pense à la gaffe qui a été faite au Parlement français dans les années 70, un député qui parle au Premier ministre face à l'Assemblée nationale, et il s'adresse au Premier ministre pour lui dire qu'il faut être plus dur contre les délits, au fond, sexuels, la propagande du matériel érotique et tout ça. Et il dit, Monsieur le Premier ministre, vous devez, à la place de durcir votre texte, vous devez durcir votre sexe. Et voilà ce que cet homme avait dans la tête, dans son arrière-pensée. Et Freud, d'ailleurs les lapsus, on les appelle lapsus freudiennes, parce que Freud a utilisé le lapsus comme instrument pour comprendre ce qu'il y a dans la tête des personnes normales, voire des personnalités de la politique. En tout cas, on voit bien ça dans votre livre qui est très amusant et très drôle et qui éclaire la politique d'une autre façon. Alberto Toscano, merci. Grazie. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Le Bœuf par les cornes.